Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, cher Laurent, mes chers collègues. Je suis particulièrement heureux de présenter devant notre commission 2 propositions de loi qui sont non seulement le fruit d'un travail de plusieurs mois, mais aussi d'une réflexion collective de plusieurs années dans de nombreuses instances de la protection sociale. La loi organique que je présente et sur laquelle je concentrerai l'essentiel de mon propos, la loi ordinaire se bornant à tirer les conséquences de dispositions organiques, constitue le 3e temps de la jeune histoire des lois de financement. Celles-ci sont d'abord des enfants d'une crise, celle des finances publiques de la première moitié des années 90. Il est apparu alors que la conjugaison d'une politique résolue d'abaissement des cotisations sociales sur l'emploi et d'une certaine anarchie dans la couverture des dépenses de santé, plaidait pour qu'enfin le Parlement puisse se saisir des finances sociales. Alors qu'il était naturellement le récipiendaire chaque année depuis 1959 des projets de loi de finances, près de 2000 milliards de francs à l'époque de dépenses échappaient chaque année à son contrôle, échappaient donc chaque année au consentement des Français. La loi constitutionnelle de 1996 mit un terme à cette vision hémiplégique du Parlement en créant des lois de financement de la sécurité sociale sous la forme alors quelque peu austère d'une approbation des comptes de la sécurité sociale et d'un domaine facultatif réduit à sa portion congrue. 10 ans de pratique ont conduit le législateur organique à remettre son ouvrage sur le métier pour densifier la jeune loi de financement. C'est à la révision de 2005 que nous devons les principaux traits que nous lui connaissons aujourd'hui, que ce soit son découpage en 4 parties chronologiques et thématiques, son domaine facultatif largement étendu aux établissements publics financés ou finançant les régimes obligatoires de base, ou encore son monopole sur les mesures permettant de déroger aux règles de compensation, des exonérations de contributions et de cotisations sociales. Les annexes au PLFSS que nous connaissons aujourd'hui ont été également progressivement étoffées au cours des révisions que j'ai mentionnées, mais aussi, plus près de nous, par la loi de l'année dernière relative à la dette sociale et à l'autonomie. Nous allons alors créer une nouvelle annexe relative à l'effort national en faveur du soutien à l'autonomie, preuve, s'il le fallait, que les lois de financement sont un objet vivant, adapté aux évolutions de notre protection sociale. 16 ans après la dernière grande rénovation, l'heure est toutefois venue de proposer un 3e âge des lois de financement, l'âge de la maturité. C'est ce que soulignent les nombreux travaux récents de la Cour des comptes en 2020, comme du Haut Conseil au financement de la protection sociale, présidé par l'estimé Dominique Libault en 2019. Notre expérience de législateur, de membre de la Commission des affaires sociales et pour ma part de rapporteur général permettent de souligner les forces de cet exercice annuel, mais aussi, je crois, d'en reconnaître les limites. Pour ce qui est des forces, tout d'abord, je vois dans l'évolution parallèle du cadre organique des lois de finances et des lois de financement la confirmation qu'il est désormais ancré dans les mœurs, comme dans la lettre constitutionnelle, que 2 textes financiers sont indispensables. La loi de financement adhère aux spécificités de la protection sociale comme aucun autre texte. En premier lieu, la loi de financement donne la parole aux partenaires sociaux, saisis aujourd'hui sur le projet de loi par le biais des caisses de sécurité sociale. Si certains ont parfois la nostalgie d'un âge d'or du paritarisme au sein de la sécurité sociale, comme souvent reconstitué a posteriori, j'insisterai au contraire sur la spécificité de cette association qui pourrait même être encore approfondie. En deuxième lieu, la loi de financement conserve un caractère évaluatif qui se traduit par la fixation d'objectifs de dépenses plutôt que de plafonds limitatifs. C'est ici la traduction d'un principe d'égalité d'accès aux droits sociaux qu'aucun plafonnement ne saurait juridiquement entraver. En troisième et dernier lieu, elle fait état de recettes qui lui sont propres et qui sont clairement affectées à des dépenses, ce qui participe, je crois, au consentement au prélèvement social. L'assainissement des relations financières entre l'État et la sécurité sociale ont permis de limiter les recettes partagées, c'est pour le mieux, mais les lois de financement demeurent le lieu naturel de discussion de l'évolution des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui représentent encore plus de la moitié des ressources des régimes de base de la sécurité sociale. Pour ce qui est des faiblesses, ensuite, j'en identifie 3 principales. La première relève du périmètre de ces lois, de l'espace de discussion qui nous est laissé chaque automne.
Nous aurons nécessairement, au cours de l'examen des amendements, des échanges relatifs à l'extension du champ, à l'assurance chômage et aux retraites complémentaires. Sur ces sujets, je souhaite que d'ici la séance, nous parvenions à consolider une proposition permettant d'améliorer et donner à minima une information exhaustive au Parlement. Dans la lignée de la révision de 2005 et de l'extension du domaine facultatif, j'estime, et les discussions sur ces sujets l'année dernière doivent être familiers à nombre d'entre vous, que les dettes des établissements publics de santé et des établissements médico-sociaux ont toute leur place en loi de financement, en raison tant de leur lien évident avec la protection sociale que de leur relation étroite avec l'assurance maladie, premier financeur de ces établissements. Je note que ces établissements font déjà partie des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale. La seconde, c'est le temps, celui qui nous est donné pour légiférer et contrôler l'exécution de ce que nous votons. En 2020 comme en 2019, nous avons disposé de 2 jours seulement en commission des affaires sociales entre la date du dépôt du projet de loi et l'expiration du délai de dépôt des amendements. Ces conditions sont de plus en plus inacceptables compte tenu de l'ampleur croissante que prennent les textes dont nous discutons. C'est pourquoi je vous propose d'anticiper ce dépôt pour qu'il rejoigne celui des projets de loi de finances. Cette semaine de gagner devrait nous permettre d'exercer notre droit d'amendement dans des conditions compatibles avec son emploi intelligent, a évidemment des conséquences, notamment pour les caisses de sécurité sociale saisies de l'avant-projet. La modification du calendrier est l'occasion de permettre aux partenaires sociaux d'approfondir les avis qu'ils rendront, puisqu'ils disposeront désormais de 15 jours pour rendre leurs avis sur le texte déposé au Parlement, plutôt qu'au gouvernement. Cette respiration démocratique permettra donc aussi de bâtir des ponts entre démocratie représentative et démocratie sociale. J'espère trouver sur tous les sujets, mais en particulier sur celui-ci, un soutien très large de tous les parlementaires, en particulier ceux qui mesurent les conditions dans lesquelles nous examinons le texte aujourd'hui. Le temps du législateur dans cette matière, c'est aussi celui du contrôle de l'exécution. Nous avons développé depuis 2 ans, sous l'égide notamment de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, l'AMEX, le printemps social de l'évaluation, sur le modèle de celui qui avait été développé en commission des finances. Pour parfaire le cycle budgétaire social, je vous propose donc la création d'une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale qui interviendra au mois de juin et conférera un aboutissement législatif à ce moment de contrôle. Elle reprendra les traits de la première partie actuelle des lois de financement, qui souffrent d'une méconnaissance certaine et d'un vote souvent trop rapide aujourd'hui. Elle sera également accompagnée d'annexes, aujourd'hui jointes au PLFSS, mais difficiles à consulter dans les délais, aussi contraints que ceux que nous connaissons. La troisième faiblesse, enfin, est celle du sens. Les lois de financement ont gagné en diversité, comme je l'ai dit, à mesure que le domaine partagé s'est étendu toujours plus loin dans le détail de la sécurité sociale. J'y souscris et de nombreuses mesures emblématiques de l'action de cette majorité, qu'il s'agisse de l'allègement des charges sur les bas salaires, du congé paternité ou de la vaccination obligatoire pour les enfants, ont été inscrites en loi de financement à raison. Mais ces lois sont aussi un rendez-vous annuel des finances sociales et doivent permettre au législateur de jouer son rôle de vigie dans cette matière. C'est pourquoi, en premier lieu, je souhaite que seules les lois de financement puissent seules pérenniser dans le temps des exonérations de cotisations sociales créées dans d'autres véhicules législatifs. Il sera bien sûr toujours loisible de créer de telles exonérations dans des projets ou des propositions de loi thématiques, mais il conviendra de venir en loi de financement pour les confirmer. Notre rôle est en effet aussi de nous assurer de la pertinence de ces outils qui deviennent parfois des solutions de facilité. C'est dans le même ordre d'idées que j'ai proposé une évaluation triennale renforcée des exonérations existantes afin que nos débats sur ces sujets puissent s'appuyer sur des données solides, actualisées et analytiques. C'est également dans la perspective de permettre aux lois de financement de jouer pleinement leur rôle concernant les finances sociales que j'ai souhaité alléger les obligations qui pesaient sur les lois de financement rectificatives, notamment en ce qui concerne les annexes. Il est en effet anormal, pour prendre un exemple récent, que la crise de 2020 se soit traduite par l'examen de 3 projets de loi de finances rectificatives, dont le 3e comprenait des mesures d'exonération massive de cotisations sociales, sans que la commission des affaires sociales n'ait eu aucun texte à examiner. Enfin, nous avons eu l'occasion de le voir lors de l'examen de la proposition de loi organique relative aux lois de finances. Ma démarche s'inscrit volontairement dans un cadre plus large de rénovation de nos finances publiques que je partage avec le rapporteur général et le président de la commission des finances. Une nouvelle articulation entre la programmation pluriannuelle des finances publiques et les lois financières, issues notamment des réflexions menées par la commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par M. Jean Arthuis, permet de basculer d'une logique à courte vue vers la prise
en compte du long terme. Nous connaissions certes cela depuis longtemps aux affaires sociales, puisque depuis 2005, nous votons une annexe décrivant les comptes des régimes obligatoires pour les 4 années à venir. C'est toutefois un élargissement et un approfondissement de cette logique qui permettront à la fois le nouvel article liminaire aux lois de financement et l'intégration dans cette annexe B d'un comparatif des écarts entre les trajectoires de dépenses fixées en loi de programmation et celles que traduiront les lois de financement de l'année. Je rappellerai, pour conclure, qu'André Fanton, rapporteur de la loi organique en 1996, avait estimé que le premier mérite de la révision constitutionnelle était d'en finir avec le silence du Parlement. Je forme le vœu qu'avec les propositions de loi que je soumets à votre attention, le Parlement parlera de la sécurité sociale, notre patrimoine commun, avec une voix plus forte encore. Je vous remercie.